Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui je vous fais une vidéo top flop de mon année 2025. C'est parti! On va commencer tout de suite avec mes flops 2025. Donc pour les choisir c'est très simple. J'ai regardé toutes mes lectures mois par mois et j'ai sélectionné la lecture du mois. Ensuite j'ai fait un petit classement de mes tops à chaque fois, donc de mes 12 lectures favorites de l'année, et du coup je vais vous les montrer. En 12e position, c'est La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Beth Durst chez Bragelonne. Donc pour rappel, on suit Kiela qui s'enfuit entre guillemets de la grande ville parce qu'il y a une révolution. Donc comme elle est bibliothécaire, elle sauve un maximum de livres. Elle se sauve avec Kaz qui est une plante qui parle. Et elle retourne sur sa petite île de naissance en fait. Donc elle va retrouver la maison que ses parents lui ont léguée et elle va se refaire une vie au village. Là-bas, enfin, l'idée de base c'était quand même d'être le plus invisible possible. Ça ne se passera pas forcément comme ça, mais en tout cas c'était tout mignon, le livre est tout choupi. Voilà. En plus, Sarah Beth Durst va sortir, je sais plus, une sorte de suite dans l'univers, un tome compagnon, donc il y a moyen que je le dévore aussi. En 11e position, j'ai mis Se taire ou mourir de Karen M. McManus chez PKJ. Donc on suit Ellery et son frère jumeau Ezra qui vont aller vivre chez leur grand-mère dans un village. Sauf que à peine arrivés, ils découvrent un cadavre, le cadavre d'un professeur du lycée dans lequel qu'ils vont intégrer le lundi qui suit. Donc en fait, bienvenue dans le village. Et en fait, j'ai énormément adoré, tout simplement parce que ça m'a fait penser à Fred Vargas au niveau de l'intrigue, parce qu'en fait, j'ai dans ce livre suspecté tout le monde. Et c'est pas du tout la personne que j'ai suspectée, genre ça fait partie des suspects que j'ai éliminés dès le début, qui en fait est le tueur. Et c'est ça que j'adore dans les livres. Mais enfin, j'aime beaucoup quand au final on découvre qui est le vrai meurtrier, mais que c'est logique. Attention, hein, que ça reste logique, etc. Et qu'en fait, il y a des indices qui juste ils me sont passés sous le nez comme ça et bon, voilà, pas calculé. Donc franchement, j'ai adoré. En numéro 10, je mets Noël au Café des Oracles de Aurélie Gerlach chez Rajo. Donc on suit Gaïa qui, par malchance, par chance, je ne sais pas, se retrouve à devoir chercher un logement et un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins et continuer à suivre ses cours à la fac. Et en fait, elle qui déteste tout ce qui a trait avec la spiritualité, le tirage de cartes, les oracles, enfin franchement elle a ça en horreur, elle se retrouve à travailler au Café des Oracles, hébergée par la propriétaire dans un logement qui se trouve juste au-dessus du café. Bien sûr, on va comprendre que tout ça est lié à sa mère. Et va s'en suivre une romance triangle amoureux, mais qui prend pas le pas trop sur l'histoire et qui reste quand même super mignonne. Donc j'ai dévoré, donc voilà. Le numéro 9, c'était un audible, c'était Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, que j'avais adoré, ça a été un vrai coup de cœur. Donc on suit, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Chiara. Je vais pas vous dire de bêtises. On suit l'héroïne dans un univers, enfin c'est une sorcière dans un univers où les sorcières sont chassées parce qu'il y a une révolution et les hommes, parce que la magie est réservée aux femmes. Donc les hommes ont décidé de renverser le pouvoir en place qui était incarné par 3 sœurs sorcières, sauf qu'elles étaient extrêmement cruelles. Mais en fait, les hommes qui ont pris le pouvoir sont tout autant cruels puisqu'ils éliminent toutes les sorcières sans faire distinction en se disant ok, est-ce que c'était une gentille sorcière ou pas, enfin,
Et donc l'héroïne se retrouve à devoir jouer le jeu entre guillemets le jour parce que tout le monde pense qu'elle n'a pas de pouvoir parce ses pouvoirs se sont éveillés très tard. Et la nuit, elle se fait passer pour le papillon rouge et délivre un maximum de sorcières pour justement leur éviter d'être quick, et même très quick. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome, le tome 2 aussi, mais le tome 1, franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. La romance, il y avait de la romance, oui. Il y avait un peu de olé olé, mais pas exagéré. Mais quand même, l'histoire, le fil rouge était extrêmement présent et il y a rien qui a pris le pas dessus. Et ça, j'ai kiffé. En 8e position, j'ai mis À la recherche de l'esprit renard de Alix Nadeau-Guilherme chez Gulfstream Éditeur. Donc, on suit Merle qui vit dans sa tribu. Donc, en fait, dans sa tribu, il y a les Albans qui ont les yeux gris. Et quand ils déclenchent leur vue, ils peuvent voir les monstres qu'ils doivent combattre pour protéger le village. Et on a les normaux, j'ai envie de vous dire, avec qui ont les yeux noirs. Donc eux, ils n'ont pas de vue à déclencher. Et en fait, ils s'occupent de tout le reste dans le village, c'est-à-dire l'éducation, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage. Voilà, c'est vraiment les Albans donnent un coup de main quand tout est calme et tout, donc ils donnent des coups de main au niveau, avec les normaux et tout, il n'y a pas de distinction. Et quand le village est attaqué, c'est les Albans qui vont en combat et les normaux doivent se barricader. Et la particularité de Merle, c'est qu'il a un œil gris et un œil noir. Donc toute sa vie, on lui a dit qu'il pourrait jamais déclencher de vue, que c'était dangereux pour lui, etc. Et en fait, il va apprendre que si sa vue peut être déclenchée. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus. J'ai beaucoup apprécié en vrai. C'est du jeune, pour enfants, entre guillemets, public jeune, avec un héros jeune. Et il a des réactions d'enfants qui sont compréhensibles, en fait. Donc, ça m'a pas choquée. Certaines réactions m'ont pas agacée ou quoi, parce que je me suis dit, oui, à sa place, à son âge, et en ayant été, avec ce ressenti et tout, oui, pour moi, c'est des réactions que j'aurais pu avoir, en fait. Et c'est en ça que, du coup, je me suis attachée au personnage, en fait. Tout simplement. Et il est trop choupi. Alors, je voulais me prendre le tome 2. Sauf qu'avant de le prendre, je me suis dit, attends, je suis pas sûre, mais je crois que c'est pas une duologie. Et j'ai vite fait regarder la fin pour voir s'il y a marqué fin ou à suivre. Et il y avait marqué à suivre. Donc, je me suis dit, j'ai d'autres livres à lire, j'ai des sagas à terminer, dont les livres sortent et du coup closent la saga. Donc, ils vont passer en priorité dans mes achats et dans mes lectures, du coup. Mais très très hâte de découvrir la suite. En 7e position, j'ai mis Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict, que je n'ai pas en physique parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Je crois que c'est ma sœur. Si ce quelqu'un se reconnaît, et si vous avez terminé, j'aimerais bien le récupérer. Mais je crois que c'est ma sœur qui l'a pris la dernière fois qu'elle est venue. Je sais que j'avais prêté à ma mère, mais elle, c'est bon, elle l'a lu, elle me l'a ramené. Donc je crois que c'est ma sœur qui l'a pris quand elle est venue en octobre. Donc quand je la verrai, je sais qu'elle l'aura déjà lu, parce qu'elle lit assez vite quand même. Donc celui-ci, on suit l'héroïne, donc il y a une petite vieille. En vrai, on suit une petite vieille aigrie qui s'est occupée de son neveu. Parce que ses parents, à lui, sont morts et du coup, elle s'est occupée de son neveu. Elle était en couple, je crois qu'elle était même mariée avec une femme, mais ça s'est très mal terminé. Et du coup, elle est contre Noël, elle est contre l'amour, elle est contre tout. Clairement, elle est contre tout.
Et son neveu et son propre mari à lui veulent fonder une famille, ils veulent adopter, enfin bref, et du coup, elle est très piquante avec le mari de son neveu. Enfin, on peut dire un peu c'est son petit, enfin neveu gendre, enfin bref. Et, euh, et un jour, elle va découvrir une boîte avec une énigme et une pièce de puzzle. Dans cette énigme, on lui dit, bah, si tu résous pas l'énigme, une personne va mourir. Et du coup, elle décide de mener l'enquête. Mais elle est drôle. J'ai plus le prénom, hein. Vous connaissez ma mémoire de poisson rouge, mais j'ai plus le prénom. Mais elle est tellement drôle, l'héroïne. Elle est franche du collier. Je sais pas si ça se dit cette expression, mais bref. Elle est cassante, elle est piquante, elle va au truc et tout. C'est comme ça et pas autrement. Enfin, je kiffe à mort. Donc, franchement, voilà. Donc, j'ai d'autres livres de la même autrice à découvrir. J'espère que j'aurai la même sensation piquante que ce que j'ai eu dans ce tome-ci. À la 6e place de ce top 12 se trouve Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, que j'ai lu en audible, en audio, chez Audible plutôt. Bon, je pense que je l'ai assez rabâché, mais je kiffe Alex Sol, je l'adore. D'ailleurs, je suis en train de récupérer ses ouvrages en papier tellement je surkiffe ce qu'elle fait. Donc, le tome 2 de Vous êtes cordialement invité. Donc, pour rappel, on suit 4 amis qui se sont connus dans un camp de vacances. Et en fait, quand ils avaient 15 ans à peu près, il y a eu un énorme incendie et ils ne se sont plus parlé pendant 15 ans. Et 15 ans plus tard, ils ont tous les 4 reçu une invitation pour dire que le manoir dans lequel ils étaient en camp de vacances va rouvrir ses portes et qu'ils sont invités à l'inauguration. Sauf qu'ils n'ont pas le choix, ils reçoivent que des invitations à chaque fois. Il y a la route elle est détournée et tout, ils se sont tous retrouvés sans le vouloir sur place. Et ils se rendent compte que pour cette inauguration, ils sont tout seuls. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que 4. Et il va se passer plein de choses. Et franchement, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que du coup, je découvre l'autrice sur pléthore de livres qu'elle a écrits. Donc voilà, je suis en train de me faire une petite collection Alex Sol, je vais pas vous mentir. En 5e position, j'ai mis Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer chez Calix. Je l'ai adoré. J'ai la suite qui me regarde là parce qu'elle est dans ma pile à lire. Voilà. Mais il y a d'autres livres que je veux lire en priorité avant. Et je ne sais pas pourquoi, mais lui, j'ai envie de le lire plutôt dans un mood solaire. Dans un moment où il fera plus de soleil, parce que lui, je l'ai lu sur mon transat, 10 journées de crème en train de prendre le soleil. Donc, je sais pas, j'ai associé du coup cette saga à ce type de lecture. C'est n'importe quoi. Donc, on suit Evie qui, par un concours de circonstances, se retrouve mêlée dans des tirs croisés entre le super vilain de l'histoire et la garde royale. Sauf qu'en fait, quand elle tombe dessus et qu'il lui dit « Mais en fait, je suis recherchée parce que je suis le vilain », elle le regarde et dit « sûr ?» Non, parce que dans les avis de recherche, tu vois, c'est un vieux papy tout moche, plein de verrues, dégueulasse. Toi, on doit avoir le même âge, t'es plutôt beau gosse, t'es grand, t'es charmant, t'es musclé, t'es sûr que t'es le vilain. Et en fait, lui, il est déconcerté, il se dit, mais t'es qui toi? D'où tu viens moi? Non mais... Et du coup, en discutant, il lui dit, non, mais en fait, je cherche un taf et tout ça, parce que je dois subvenir aux besoins de ma famille. Il lui dit, écoute, moi, je cherche une secrétaire, je cherche une assistante, donc si ça te convient, rendez-vous demain ici dans mon antre pour occuper le poste. Elle dit, ok, à demain. Et ça a commencé comme ça. Je kiffe, en fait. Evie, elle est vraie, elle a pas peur de dire merdoum à son patron, elle a pas peur de pousser dans les retranchements son patron, enfin,
apparemment il s'adoucit beaucoup avec elle. Voilà, il change quelques habitudes et tout, quelques habitudes de vilain pour justement pas trop la déranger. Enfin, c'est choupi, et en même temps la romance elle prend pas du tout le pas, c'est très slow burn, voilà. Et c'est d'autant plus stylé parce qu'en fait on s'attarde pas dessus. Il y a tellement de trucs qui se passent en arrière-plan dans le fil rouge et tout ça qu'on s'attarde pas dessus. Et la fin du tome 1, ça donne envie d'accélérer le move, quoi. Sauf que le tome 3, il est pas sorti, que je suis l'autrice sur Instagram et que je sais que le tome 4 est sorti ou va sortir en VO. Donc chez nous, pas encore. Et je me demande si le tome 4, c'est la fin de la saga ou pas. Parce que ça, quand elle a fait la promo dessus, elle a pas dit fin de la saga, non. Donc j'ai un gros doute là-dessus. Donc je me dis, j'ai le temps de les lire. Mais, à commencer. En 4e position, j'ai mis Le Manoir de Castle Cats, le tome 3, de Alain Tépu-Ségur chez Scrinéo. Donc, pour rappel, on suit Kovan, qui est un petit chat, voilà, qui a 2 particularités. Une qu'on connaît tout de suite, c'est que dans son pelage, il a des écailles, voilà, c'est sa particularité à lui. Il a une autre particularité qu'on apprendra plus tard. Et en fait, son grand rêve, c'est devenir Magocat. Et pour ça, il faut qu'il aille passer les épreuves au manoir de Castle Cats. Parce qu'en fait, lui, il est très doué en mécanocat, en mécanique, ok. Il est très doué, il fabrique plein de trucs et tout, mais il veut vraiment se spécialiser en magie. Et sur la route, il va rencontrer Brune. Donc Brune, elle veut aussi devenir... non, c'était pas Magocat ce qu'elle voulait devenir, c'est le 3e. J'ai oublié le nom du 3e. Désolé. Mais voilà, elle est hyper gourmande, elle sait très bien cuisiner, elle sait repérer de la bouffe à des kilomètres. Et elle est trop choupinette. Et ils vont se faire 2 autres amis au manoir. Et franchement, j'adore cette saga. Et là, je viens de voir, parce que c'est aussi un auteur que je suis sur Instagram. Et je viens de voir que Alain Tépu-Ségur a envoyé son premier jet du tome 4, dernier tome de la saga, en relecture. Donc, avec un peu de chance, dans le courant 2026, on aura le 4e tome et ce serait trop cool. On attaque le podium avec, en tome 3, Mémoire de la forêt, le 4e et dernier tome de la saga de Michael Bré-Arnaud chez Neuf l'école des loisirs. Donc, on suit l'histoire, donc c'est le dernier, donc je vais pas vous spoiler, mais on suit en gros l'histoire d'Archibald qui tient la librairie de Belle-Écorce et il lui arrive plusieurs péripéties dans chaque tome de la saga. Et en vrai, c'est écrit pour les enfants avec des réflexions adultes, mais qui permettent aussi d'expliquer certains, comment dire, j'ai pas envie de dire problèmes, je sais pas comment vous dire ça. Par exemple, dans le premier, on parle de la maladie d'Alzheimer, en l'appelant la maladie de l'oubli-tout. Dans le second, on parle plutôt d'homosexualité, mais qui est pas très vu. Enfin, les thèmes abordés sont assez adultes, mais de manière, j'ai envie de vous dire, limite, enfin, un peu choupi. Parce que c'est expliqué, mais de manière tellement... pas bisounours, mais de manière... comment dire, c'est normal. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, c'est...
c'est juste doux et réconfortant en fait. Et c'est enfin, c'est quelque chose qu'on accepte. Et enfin, je sais pas comment vous dire sans que ce soit bizarrement dit. Mais voilà, c'est vraiment adorable, quoi. Je vois pas quoi vous dire d'autre, c'est juste adorable, et ça explique des problèmes. Si au final on revient sur ce mot, ça peut expliquer des problèmes adultes, mais de manière simple à des enfants. Parce que des fois on peut ne pas comprendre qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que l'homosexualité, qu'est-ce que euh, être différent quand on est un enfant, etc., etc. Donc voilà. Ou perdre un membre de sa famille très jeune. C'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga et je la trouve vraiment douce. Voilà. En deuxième position, j'ai mis Lady Detective de la saga Les Trois Dahlias de Cathy Watson chez Le Cherche Midi. Je kiffe cette saga. J'ai d'ailleurs acheté le 3e tome que je vais sûrement dévorer en hiver. Parce que l'hiver, j'aime bien tout ce qui est cosy, murder et tout ça. Je kiffe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Peut-être le fait qu'il fasse pas beau et qu'on se mette sous le plaid, ça a envie d'un petit crime, là, un petit crime à résoudre. Je me fatigue moi-même. Donc on va suivre Rosaline, Caro et Posy qui ont ou vont tout incarner le personnage de Dahlia. Donc Dahlia, le personnage, c'est un peu une Miss Marple. Donc elle a été conçue pour résoudre des crimes avec un inspecteur, etc. Très punchy, très stylé. Et en fait, les trois protagonistes, donc Rosalind l'a interprétée, mais elle est quadragénaire, je crois. Ouais, 70-80 ans. Caro l'a interprétée également, mais elle en série, elle est plutôt dans la quarantaine. Et la nouvelle qui va interpréter le personnage, c'est Posy, et c'est pour une nouvelle fois un film. Et elle est plus dans la vingtaine. Lors d'une convention organisée au manoir d'Adelmer, elles vont là où l'écrivaine a écrit sa saga Dahlia, du coup a été tournée principalement, je crois que c'était dans le film avec Rosaline que ça a été tourné au manoir et peut-être même pour la série. Mais du coup voilà, l'idée c'est de faire une convention pour relancer la hype avec les nouveaux acteurs, et lors de cette convention, il va y avoir un meurtre. Et les trois actrices vont s'unir pour jouer les détectives. Et elles sont tellement stylées, toutes dans leur manière en fait. Elles ont toutes une expérience différente, une approche différente. En plus, c'est intergénérationnel, c'est génial. C'est incroyable. En fait, si j'aimais pas, déjà, j'aurais pas le tome 2 dans les mains et j'aurais pas acheté le tome 3. Donc, vraiment, si vous voulez quelque chose un croisé entre Miss Marple, Hercule Poirot, je sais pas moi, Miss Fisher aussi, la série, qui était très drôle. Voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Et mon top 1 de mon année 2025, c'est Podam, le tome 1 de Odd Ziegelmeyer chez... J'ai ma petite note. Gulfstream Editor. Je ne l'ai pas parce qu'en fait, je les ai prêtés. J'ai prêté la duologie à ma maman hier, avant-hier, quelque chose comme ça. Donc, je les ai cherchés, je me suis dit, bah, quand même, ils sont où? Ah oui, c'est vrai. Donc, une réécriture de Podane que j'ai trouvé génialissime. On met en avant le fait que les femmes peuvent être fortes, peuvent être l'égale des hommes, qu'elles peuvent se débrouiller seules, qu'elles peuvent se sortir de situations complètement loufoques et qu'elles ont les épaules pour y arriver, qu'elles ont pas forcément besoin d'un pro chevalier à côté pour les protéger et qu'elles peuvent se dépatouiller et prendre leurs propres décisions. J'ai adoré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prêté la duologie à ma mère, parce qu'en fait elle m'a dit je veux
un livre où la perso principale féminine, elle est badass. Et je lui dis, bah, go, Podam, go. Bien, après mon top 2025, je vais vous présenter mon flop 2025 avec 5 lectures. Donc vous allez voir, il y a mes 3 DNF de l'année et il y en a 2 où vraiment j'ai été au bout. Mais vraiment parce que je les ai fait en audible. Sinon, je les aurais DNF aussi dans tous les cas. Donc j'ai pris mes petites notes, parce que sinon j'oublie. On commence avec La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Donc lui, je l'ai fait en audible. J'ai été au bout parce que c'était en audible et parce que ça me faisait passer le temps pendant que je faisais mes tâches ménagères, etc. Mais clairement, si je l'avais eu en papier, je l'aurais DNF. L'héroïne, je l'avais pas trouvée attachante. Elle était même très casse-bon-bec. Très moralisatrice. Et elle, de son côté, aucune remise en question. C'était vraiment j'ai raison, les autres ont tort, les autres doivent se remettre en question, mais moi j'ai tellement raison toute ma vie que voilà, je suis la meilleure. Et ça m'a tellement gavée. Je peux pas. Ce genre de personnage, je peux pas en fait. Il y avait la perso, c'était sa nièce, je crois, qui aurait pu être cool. Mais on était tellement dans les clichés de l'ado blasé, à qui rien ne plaît, qui veut jamais rien faire. Oh, le cliché, quoi. Donc, ouais, celui-là, j'ai été au bout, mais vraiment parce que c'était inaudible et que je pouvais décrocher en faisant d'autres trucs et que ça passait vite, quoi. Mon deuxième flop, c'est le journal d'une sorcière hypersensible de Mademoiselle Audrina. Donc lui, je l'ai DNF. Il y en avait un autre qu'elle avait sorti que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai oublié le titre. J'ai regardé voir si je l'avais à dispo pour vous le montrer, parce que lui, par contre, je l'avais gardé et il était sympa. Par contre, celui-ci, j'ai eu du mal. Alors, je pense que j'ai eu du mal parce qu'en fait, ma période de remise en question sur qui je suis, où je vais, etc., elle est passée dans les grandes lignes. Il y a encore des choses où je me remets en question, ça, il n'y a pas de souci, mais disons que ça correspondait plus à ce que je recherchais et en fait, je me retrouvais pas dans ce qu'elle disait et en fait, j'ai arrêté, enfin, tout simplement. Ensuite, là aussi, c'est un audible où je suis allée au bout, mais si j'avais eu un papier, clairement, je l'aurais DNF. C'est La chasseuse et la chimiste de Alison Saft. Pour moi, en fait, on nous donne un fil rouge. Sauf que le cœur de l'histoire, c'est ce fil rouge, c'est cette fameuse chasse, etc. Et en fait, elle est réglée en 2 temps 3 mouvements à la fin, genre même pas 3 chapitres, emballer c'est peser, et go. Enfin, c'était pas développé, on a développé la romance entre les personnages, et en fait, la chasse qui pour moi était centrale, est tellement passée à l'arrière-plan qu'on dirait que l'autrice, elle s'est dit ah oui tiens au fait il y avait une chasse, bon bah tac tac, plap plap plap, hop, ils sont partis à cheval, ils l'ont trouvé, ils l'ont tué, bim. Bah oui, mais en fait on t'explique que c'est hyper important, qu'en fait il y a des croyances autour des esprits, ou je sais plus comment ils les appellent, et qu'il faut faire attention parce que c'est eux qui ont amené la chimie, nanani, nanana. Bah, en fait, non. Je sais pas comment vous dire, la romance pour moi, alors oui, c'est sympa, mais au détriment de la base de l'histoire. En fait, on commence à te dire que il va y avoir une chasse, que c'est hyper important, que en plus c'est le dernier des esprits qu'il faut chasser, etc., etc. Je dis esprit, mais je sais plus si c'est le terme. Hein. Et on s'attarde sur le mois de préparation, les 15 jours de préparation de la chasseuse et de la chimiste, parce que j'ai complètement oublié leur nom. Tout ça pour te dire au final, clic clic pam pam et voilà. Enfin bref.
J'ai pas lu les d'autres titres d'Ice and Saft, j'avoue que ça m'a un peu ralenti et je sais pas si je lirai autre chose. Franchement, dites-moi si vous avez eu le même ressenti que moi ou si au contraire vous avez super kiffé. Ça n'engage que moi, attention. Hein. Moi j'aime bien quand il y a de l'action, la romance, oui, mais en fait j'aime quand il y a de la romance, mais quand on parle d'un principe que c'est une romance. Quand il y a de la romantaisie, normalement ça doit être du 50-50, ok? Là, on partait sur une romantaisie ou de la fantaisie, sauf que le 50-50, il y était pas. La fantaisie, franchement, à part le fait de dire que c'est de l'alchimie, ok, c'est cool, mais en fait, on passe plus de temps à nous expliquer comment ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Ouais, non, déçu, franchement déçu. Le livre que j'ai aussi, alors lui, j'ai DNF, parce que je l'avais en papier et que du coup je pouvais pas. C'est Witch and God 2 de Liv Stone. Le 1, je l'ai lu déjà avec difficulté, mais le perso principal du 1 est là. Je l'ai trouvé hyper sympa, hyper attachante. C'est ce qui m'a permis de terminer ce tome-ci. Dans le tome 1, il y a déjà un perso avec qui j'avais du mal et c'était Circé, la sœur de Ella. Sauf le tome 2 est basé sur Circé et que déjà je la trouvais casse-bonbon dans le 1, mais dans le 2, je me suis dit mais c'est pas possible d'être à ce point. Je vais reprendre le terme casse-bonbon parce qu'il y a tellement d'autres termes qui me viennent en tête que c'est pas, je vais pas les dire. Mais en mode, exactement comme pour La vie est belle et drôle à la fois, c'est la perso qui a du mal à se remettre en question. Par contre, elle demande une remise en question de tout le monde. Et c'est tellement pénible d'avoir un perso moralisateur comme ça. Limite hautain, elle a ses fêlures et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, elle prend très vite de haut, elle prend... c'est... Vas-y, détends-toi, calme-toi, écoute les autres, entends leur point de vue, et voilà, quoi. Enfin, j'ai du mal. Une fois de plus, j'ai du mal avec ce genre de personnage. Et le dernier que j'ai DNF également, c'est Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie. Je vais poser ma fiche du coup. Alors lui, j'avoue, j'avais très envie de le lire. Franchement, c'était le livre de ma pile à lire qui me faisait énormément envie. Et c'était hyper contemplatif en fait. On est avec l'héroïne. J'ai oublié son nom. Déjà que j'ai du mal avec les livres que j'aime bien, mais alors ceux que avec qui c'est pas passé, j'ai encore plus de mal avec les prénoms. Donc on a l'héroïne qui est en prison pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, alors qu'à côté, elle en a commis des meurtres puisqu'elle a tué toute sa famille. Et je me suis dit, mais c'est génial, franchement, sur le papier comme ça, décrit comme ça, mais c'est trop bien. Bon, je vais pas vous mentir, c'était tellement lent, mais d'un lent. C'est... Ouais, Vous voyez Monsieur Collins dans Orgueil et Préjugés, à quel point quand il parle, on trouve ça lent et chiant. Eh ben c'était pareil, et j'avais l'impression que c'était Collins qui m'écrivait le roman. Enfin, c'était, pour moi, beaucoup trop contemplatif, beaucoup trop dans le détail des ressentis. Désolée, mais écrire 3 chapitres sur pourquoi tu détestes cette personne, non, 2 paragraphes à la limite c'est bon, mais 3 chapitres non quoi. Donc ouais, j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal et du coup je l'ai arrêté, surtout qu'en plus, comme j'ai essayé de pousser, je crois que j'ai lu une centaine de pages, 150, un truc comme ça, j'ai vraiment eu du mal, franchement j'ai trop eu du mal et ça m'a mis dans une panne de lecture de 2 semaines parce que du coup j'avais ce truc de... Il me faisait
extrêmement envie. J'étais très déçue. Et du coup, je regardais tous mes autres livres en mode, bah, est-ce que ça va faire pareil avec toi? Donc, ça a été très dur pour moi de me relancer dans la machine. Et voilà, je sais pas, pareil, hein, si vous l'avez lu et que vous avez adoré, dites-moi si à un moment ça pump, ça, peut-être j'aurais dû insister, peut-être qu'à un moment ça tabasse, peut-être, ou pas, peut-être j'ai bien fait, je sais pas, je sais pas. Écoutez, voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, vous avez mes tops, mes flops, bon ça va, j'ai quand même 5 flops, mais 5 vrais flops, parce que c'est les seuls flops, mes 3 DNF et les 2 livres que j'ai finis, mais que j'aurais pu DNF aussi. Donc c'était vraiment les seuls flops de mon année. Donc déjà, ça c'est cool. Mes tops, c'était les principaux, ceux qui ont gagné à la battle, on va dire ça comme ça. Mais j'ai eu d'autres coups de cœur, d'autres très belles lectures. Mais franchement, si je les prenais tous, cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps, déjà qu'elle est assez longue. Enfin, je trouve. Donc j'espère que 2026 va me réserver aussi encore de belles lectures et que pour vous ce sera également le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour ceux qui sont timides? Je sais pas. Si vous pouvez mettre ou le pouce en l'air pour les tops ou le pouce en bas pour les flops. Voilà, très original, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Bien. Du coup, après mon top 2025, je vais vous...